Un conseil des ministres s'est tenu hier. En plus des communications et des projets d'ordonnance, le gouvernement a dénoncé les violences survenues après les élections couplées. C'est la chasse aux cliniques clandestines du côté du ministère de la Santé. Bien qu'elles aient reçu l'ordre de fermer, certaines d'entre elles exercent encore. Et puis le MNLA précise ses revendications à Paris. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le ministère de la Santé déclare la guerre aux cliniques privées qui exercent illégalement. L'opération a débuté à Atekoubé et à Yopougon et va s'étendre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Plusieurs cliniques ont d'ailleurs reçu l'ordre de fermer, une injonction qui n'est pas respectée par les propriétaires de ces cliniques. Michel Mambo s'est rendu dans quelques cliniques en situation irrégulière. On veut ici, on veut pas maternité, scandent ces femmes attroupées devant cette baraque. Une baraque qui, depuis plusieurs années, fait office de maternité ici à Atekoubé. Infecte, exigu et très peu équipé, ce centre ne respecte aucune norme. Pourtant, ces femmes semblent s'y plaire. Son travail est bon, c'est son travail, on veut qu'elle ne laisse ici. Maternité, la femme a accouché, ça va courir, on prend l'argent. Après on dit, faut partir ici. La femme va mourir sur la route, on ne veut pas, on veut ici. On veut ici, on ne veut pas maternité. Si l'enfant vient, on dit toi, mais il faut pousser. Si ça vient, il faut m'appeler. Ok, ici, là, ils vont t'aider, ils vont s'arrêter. Maman, il faut faire doucement, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. À la maternité, il n'y a pas ça là-bas. Que de risques pour échapper au coût élevé des frais médicaux et au mauvais traitement des sages-femmes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est bien décidé à faire le bonheur de ces populations malgré elles. La chasse aux cliniques clandestines est donc engagée et c'est l'affaire de l'unité spéciale de surveillance et de contrôle sanitaire. Ce sont des établissements illicites qui sont tenus par des agents qui n'ont pas la qualification requise. Un centre de maternité et de soins pré- et post-natal est tenu par des aides-soignantes. Et c'est inadmissible et c'est anormal. Donc nous aussi qui avons la surveillance et le contrôle, on ne peut pas accepter que nos parents soient soignés dans des conditions très regrettables. L'heure est à la sensibilisation. Des mises en demeure sont donc distribuées. Les propriétaires des cliniques privées clandestines ont 48 heures pour fermer, faute de quoi ils seront soumis à des sanctions. Et puis le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme. 2 milliards de personnes sont exposées à la malaria et bien que des progrès soient faits, ces progrès restent insuffisants. Il y a eu conseil des ministres hier. Le gouvernement a condamné les actes de violence perpétrés après les élections et appelle au calme. Sur la table aussi le volet éducation avec l'instauration d'une journée de non-violence qui sera célébrée tous les 2 octobre. La question de l'amélioration de la fourniture en eau potable a aussi été évoquée. En outre, une communication au titre du ministère de la Santé a été adoptée. Elle est relative à la lutte contre la vente des médicaments illicites. La commune de Koumassi a vécu des heures difficiles après les municipales. Le ministre Cissé Bakongo, candidat perdant aux municipales dans cette commune, appelle au calme. On l'écoute. Il y a eu dans la commune où j'étais candidat, c'est-à-dire Koumassi, une explosion de colère. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour regretter cette explosion de colère. Il existe des voies de droit que nous pourrions emprunter. Malheureusement, hier, à l'annonce des résultats, il y a eu cette explosion de colère un peu partout à Koumassi. Nous avons fait du mieux qu'on pouvait pour canaliser, pour maîtriser la situation. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Je saisis l'occasion de cette rencontre pour regretter ces incidents et pour appeler à nouveau les populations de Koumassi, au-delà des militantes et militants du RDR et des autres partis qui ont soutenu notre candidature, à la retenue, au calme, à la paix.
3 jours après ces violences post-électorales, le calme semble revenir à Adjamé et à Koumassi, les 2 communes les plus touchées par les troubles. Les populations ont repris leurs activités. Koumassi. Ce mercredi après-midi, c'est le retour à la normale. Les commerces sont ouverts, les routes dégagées. Seule la mairie reste sous haute surveillance des forces républicaines car les tensions étaient encore vives jusqu'à ce matin. Ça fait 3 jours, on ne vendait pas, on était enfermés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on est sortis, les clients viennent, les voitures circulent, les gens passent, les enfants jouent. À Adjamé, même son de cloche, la mairie reste sous bonne garde. Quelques magasins ont rouvert leurs portes. On a repris le travail normalement. Hier, on voulait travailler, on n'a pas pu. Avant-hier aussi, on n'a pas pu. Aujourd'hui, bon, on a vu un peu, c'est un peu calme. On nous a permis de travailler. Hier, les magasins étaient fermés, donc en venant tout à l'heure même, j'étais un peu inquiète. J'ai vu une petite, je lui ai demandé, mais ici c'est comment? Est-ce que le marché fonctionne? Elle m'a dit, ça marche. La vie reprend tout doucement son cours normal dans ces 2 communes qui ont connu des heures chaudes après la proclamation des résultats des municipales. La victoire des élus étant contestée. Ouverture hier de la première session ordinaire de l'année 2013 de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, bilan des activités du Parlement qui tourne autour de 5 grands axes. Il s'agissait entre autres de la modernisation du Parlement et du renforcement des capacités des députés et du personnel de l'institution. Laetitia Manglé nous en parle. Ouverture solennelle des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013 de l'Assemblée nationale. Seulement 235 députés sur les 255 élus y ont pris part. Une rencontre parlementaire qui se tient au lendemain des élections couplées, municipales et régionales du 21 avril dernier. À l'ordre du jour, le bilan des travaux effectués au titre de l'année 2012, le renforcement de la diplomatie parlementaire, la modernisation de l'institution, le vote d'une vingtaine de lois et des perspectives portant sur les réformes du Parlement. Autre sujet abordé, la question de la réconciliation. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale, Sorek Igouafouri Guillaume, a appelé les candidats perdants à accepter le verdict des urnes. 10 délégations des parlements de la sous-région ont participé à l'ouverture de cette première session ordinaire. Du 8 au 12 juillet prochain se tiendra en terre ivoirienne la 39e session parlementaire de la francophonie et la 6e session du Parlement des jeunes. Sachez que Guillaume Soro s'est prononcé aussi sur la loi d'habilitation du 10 avril dernier. Selon le président de l'Assemblée nationale, cette loi qui est temporelle ne concerne que la gestion budgétaire de l'année 2013. À l'étranger, en visite en France, le vice-président du MNLA critique les conditions de dialogue proposées par les autorités maliennes. Le mouvement exclut toute alliance avec l'armée malienne et la force africaine de la CEDEAO. Le mouvement national de libération de l'Azawad durcit le ton. Reçu ce mercredi à Paris, à la représentation du Parlement européen, le vice-président du MNLA critique le processus de réconciliation en cours au Mali. Le mouvement rebelle estime que les autorités de transition maliennes mettent la charrue avant les bœufs. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Et pour ne pas laisser le pouvoir, il ne faut pas accepter le MNLA. Il ne faut pas rencontrer le MNLA, il ne faut pas dialoguer. C'est simple. Ils ont mis une commission de dialogue et de réconciliation qui est très bien, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment du fait que nous pensons que le Mali allait mettre une commission de négociation. Pour le mouvement national de libération de l'Azawad, la réconciliation au Mali passe par les négociations directes avec Bamako. Des négociations que le MNLA pourrait faire basculer en sa faveur en utilisant un moyen de pression, Kidal. Le mouvement rebelle participe à la sécurisation de cette grande ville du nord-est du Mali depuis la fuite des groupes djihadistes mis en déroute par les forces françaises. Aujourd'hui, on est entre deux feux. On a l'armée malienne qui nous menace, on a les terroristes qui nous menacent et on nous demande de déposer les armes. Alors, sans qu'il n'y ait vraiment autour de la table le gouvernement malien et le MNLA. Je pense que c'est totalement inacceptable. Le MNLA oppose donc une fin de non-recevoir à la demande du Premier ministre français. Lundi, devant les députés réunis au Palais Bourbon, Jean-Marc Ayrault avait exigé que tous les mouvements armés installés dans le nord du Mali, y compris le MNLA, renoncent à leurs armes. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur l'envoi d'une mission de paix au Mali.
Au Rwanda, c'est plutôt la commémoration du génocide des Tutsis et de la mort de 53 journalistes. En 1994, les médias ont été utilisés dans ces massacres. Aujourd'hui, l'heure est à l'éveil des consciences des journalistes sur leur mission. Ils étaient plusieurs centaines de journalistes à marcher en silence dans les rues de Kigali. À l'appel de l'association Media for Peace, ils ont voulu commémorer un triste anniversaire, le génocide des Tutsis de 1994 et en particulier la mort de 53 journalistes. Leurs collègues, leurs amis et leurs familles se sont retrouvés pour un hommage. Commémorer, c'est une façon de reconnaître le mérite des journalistes et le travail ô combien difficile qu'ils ont accompli pendant cette période. En 1994, les médias furent utilisés pour répandre une propagande de haine et d'extermination. Dans le même temps, certains journalistes étaient eux-mêmes victimes du génocide. Aujourd'hui, les commémorations sont l'occasion de faire le point sur le métier de journaliste. C'est une occasion, en tant qu'homme des médias, de prendre au sérieux notre mission de journaliste, de professionnel des médias pour faire respecter l'état de droit, le respect de la vie humaine, pour instaurer un avenir meilleur, un futur sûr pour tous. Pendant plusieurs semaines, les médias vont consacrer l'essentiel de leur programme au génocide. C'est le cas de Radio 10. La radio commémore, mais surtout elle engage une véritable réflexion, analyser, accompagner et éduquer. On essaye d'expliquer à la jeune génération ce que nous commémorons, car cela fait 19 ans et certains sont nés pendant le génocide, d'autres juste après. Ils ont vraiment besoin de comprendre et d'avoir une idée claire de ce que le pays traverse. Les journalistes rwandais s'investissent aujourd'hui pour aider les populations à se réconcilier et à se reconstruire. Ils se sont donnés pour mission de lutter contre l'oubli. Et puis Washington et Moscou se concertent sur une solution politique en Syrie. Cette solution est fondée sur un accord international scellé à Genève en juin 2012. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov ont eu un tête-à-tête sur la question après une réunion du Conseil OTAN-Russie. Sur ce document posté par l'opposition syrienne sur Internet, on peut voir et entendre des combattants rebelles faire le coup de feu dans la région stratégique de Qousseir et affirmer avoir pour objectif de déloger des combattants du Hezbollah libanais venus prêter main forte au régime. Face à la complexité de la situation et du jeu d'alliance qui menace à nouveau sérieusement d'entraîner le Liban dans la tourmente, Washington tente de jouer l'apaisement. Recevant l'émir du Qatar, un des principaux soutiens de la rébellion, Barack Obama a réaffirmé sa vision du conflit syrien. Nous coopérons étroitement avec le Qatar et d'autres pays pour essayer de mettre fin au massacre en cours là-bas. Parvenir au départ du président Assad, qui a montré qu'il n'avait aucune considération pour son propre peuple, et renforcer une opposition qui puisse mener à une Syrie démocratique pour tous. Tout comme Cheikh Hamad Ben Khalifa, le président américain a évité de réagir aux révélations du renseignement israélien attestant de l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Il a laissé le soin à son secrétaire d'État de s'en occuper. Depuis Bruxelles, où il participait à une réunion de l'OTAN, John Kerry a indiqué que le Premier ministre israélien n'avait pas confirmé l'information et qu'il n'avait pas demandé à l'Alliance des préparatifs particuliers. Ce que j'ai suggéré à tout le monde, c'est que nous avions tous besoin de réfléchir à comment arriver à la table des négociations pour éviter une implosion de la Syrie, qui serait la pire conséquence. En marge de la réunion de l'OTAN, John Kerry a eu un entretien de 40 minutes avec son homologue russe Sergei Lavrov. Selon le département d'État, les discussions étaient centrées sur la Syrie et l'importance de travailler à une solution politique réunissant toutes les parties en conflit. Et puis on continue de compter les morts de l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh. On dénombre au moins 200 morts. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre à Ferkessé-Dougou et au Gabon.